Aujourd'hui, un très grand nombre d'espèces animales et végétales disparaissent à travers le monde. Le mouvement semble parfois irréversible, en tout cas c'est presque décourageant. Or, il existe un certain nombre d'actions pour lutter contre la disparition des espèces menacées. Le Sous-des-Cartes va donc consacrer 2 numéros à cette thématique-là. Je vais évoquer pour vous un outil de régulation, c'est la Convention sur le commerce de la faune et de la flore menacée, la CITES selon l'acronyme anglais. Alors comment fonctionne cette convention et quelle est son efficacité? Aujourd'hui, dans le monde, 13% des oiseaux sont menacés d'extinction, 25% des mammifères, 41% des amphibiens, 30% des conifères dans le monde végétal. Au total, sur les 1 900 000 espèces connues dans le monde, 20 219 espèces sont menacées de disparaître définitivement. Cette carte nous indique les pays qui abritent le plus d'espèces classées en danger critique selon l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. 3 879 espèces sont classées dans cette catégorie, par exemple le pincher à crête blanche en Colombie, l'anguille d'Europe, le grand apalémur, qui est une sous-espèce de lémurien à Madagascar, l'éléphant de Sumatra ou encore la salamandre géante en Chine, qui toutes sont menacées de disparition immédiate. Eh bien, par ces quelques chiffres, on comprend que la richesse biologique de la Terre est menacée. Par quoi? Première cause, la destruction des habitats naturels, contre laquelle il est difficile d'agir rapidement. Deuxième cause, qui vient juste derrière, le commerce international des espèces, licites et illicites, qui concerne les plantes comme les animaux, vivants ou morts, entiers ou non, et les produits qui en sont dérivés, comme par exemple les peaux ou les ivoires. Et contre le commerce illicite, il est possible d'exercer des pressions. Alors comment? Voici les 23 pays qui exportent, importent ou consomment le plus d'ivoire d'éléphant, de cornes de rhinocéros ou de produits dérivés du tigre. Ils se trouvent majoritairement en Afrique et en Asie. Toute espèce confondue, le trafic illégal des espèces sauvages est estimé à 19 milliards de dollars par an, et ce chiffre est sans doute bien plus élevé, car ces données, évidemment, n'ont rien de public. Alors comment lutte-t-on contre ce trafic? Le 3 mars 1973 est signée à Washington la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, ou encore CITES, selon l'acronyme anglais. Elle entre en vigueur le 1er juillet 1975, après la ratification de 10 pays. Alors où en est-on 40 ans après? La CITES rassemble aujourd'hui 178 pays sur un total de 197. Sa couverture est donc presque mondiale. Par leur adhésion à cette convention, les pays membres s'engagent à suivre des règles pour contrôler, réglementer ou interdire le commerce international des espèces. Donc aujourd'hui, la CITES protège 5 400 espèces animales et 29 500 espèces végétales. Elles sont réparties en 3 annexes en fonction du degré de protection dont elles font l'objet. L'annexe 1 comprend par exemple les tigres et leurs fourrures, les tortues marines ou l'éléphant et ses ivoires. Elle correspond à la protection maximale puisqu'elle concerne les espèces menacées d'extinction. Leur commerce est alors interdit à l'échelle internationale. L'annexe 2 comprend notamment l'ensemble des mygales, des hippocampes, mais aussi la plupart des orchidées, des perroquets, des crocodiles. Elle concerne des espèces qui ne sont pas nécessairement menacées d'extinction, mais dont il faut empêcher la surexploitation. Leur commerce est autorisé, mais strictement contrôlé. Enfin, l'annexe 3 comprend par exemple les mangoustes en Inde ou le marabout au Ghana. Elle concerne des espèces protégées dans un pays membre de la CITES, mais comme il ne parvient pas à contrôler ses exportations, il demande l'assistance aux autres pays membres. Voilà donc comment s'articule la liste des espèces à protéger. Elle est régulièrement actualisée par l'organe de décision de la Convention, la conférence des États parties, qui se réunit tous les 3 ans, et pour qu'une proposition soit adoptée, il est nécessaire que 2 tiers des membres y soient favorables. Et si un État membre ne respecte pas ses engagements, il s'expose à des sanctions. Étudions précisément le cas du rhinocéros. Voici les zones de répartition des espèces de rhinocéros. Le rhinocéros noir, le rhinocéros blanc,
le rhinocéros unicorne indien, le rhinocéros de Sumatra, le rhinocéros de Java. Près de 90% des spécimens se trouvent sur le continent africain. Et depuis 1977, quasiment tous les rhinocéros sont inscrits à l'annexe 1 de la CITES, qui donc interdit tout commerce international. Or, ce commerce des rhinocéros, en fait, se poursuit dans les pays sources, les pays de transit et les marchés que vous voyez sur cette carte. C'est le Vietnam qui est récemment devenu le principal marché importateur, mais il y a aussi la Chine et Taïwan. La corne de rhinocéros est particulièrement recherchée dans les pays asiatiques, où elle est utilisée dans la médecine traditionnelle, contre la gueule de bois et comme aphrodisiaque. Et la demande asiatique augmente, car la corne de rhinocéros est désormais considérée comme un traitement contre le cancer. Conséquence, la demande augmente et donc le braconnage s'est intensifié en Afrique. Depuis 40 ans, 90% de la population mondiale des rhinos a été éliminée du fait de ce trafic illégal. Et l'Afrique du Sud, qui abrite la plus grande majorité de la population mondiale de rhinocéros, est un haut lieu du braconnage et surtout dans le parc national Kruger. Regardez ce graphique montrant le nombre de rhinocéros abattus illégalement en Afrique du Sud entre 2007 et 2012. 13 rhinos abattus en 2007, 668 en 2012. Le braconnage des rhinos est activé par des réseaux criminels, parfois plus puissants que les gouvernements eux-mêmes. C'est un trafic peu risqué, avec peu de chances de se faire prendre et peu de chances d'être sanctionné. Or, le kilo de corne de rhinocéros se vend 60 000 $, soit plus que le kilo d'or et 2 fois plus que le kilo de cocaïne. Le gouvernement sud-africain s'est engagé dans la lutte contre le braconnage. Il offre par exemple une prime de 9 000 € pour tout renseignement permettant l'arrestation d'un braconnier, alors que le salaire moyen mensuel s'élève à 650 € dans le pays. Mais les voisins de l'Afrique du Sud ne font pas preuve de la même détermination, particulièrement le Mozambique. Rapprochons-nous pour aller voir ce qui se passe dans le parc transfrontalier du Limpopo. Ce parc est à la frontière de l'Afrique du Sud, du Mozambique et du Zimbabwe. Il réunit le parc national Kruger, le parc national du Limpopo et le parc national de Gonaredzu. Dans cette immense zone transfrontalière, les animaux évidemment peuvent passer d'un pays à l'autre et la situation ainsi est idéale pour les braconniers mozambicains. D'autant plus que ces trois pays ne mutualisent pas les moyens engagés contre le braconnage. En 2002, les rhinocéros de la partie mozambicaine du parc du Limpopo étaient 300. Début 2013, ils étaient 15. Et ces 15 derniers ont été tués en mars 2013, des gardes du parc étant eux-mêmes impliqués. Dans un cas comme celui-là, que peut faire la CITES? Mettre la pression sur les acteurs du commerce de la corne de rhinocéros, l'exportateur, le Mozambique, et l'importateur, le Vietnam. La CITES doit s'assurer que ces deux pays font des progrès quant à leurs engagements dans les délais acceptés pour pouvoir échapper aux sanctions commerciales fixées à l'été 2014. Le Mozambique doit renforcer sa législation contre la contrebande de cornes, alors qu'aujourd'hui cette contrebande n'est toujours qu'un délit mineur au Mozambique, et le Vietnam doit faire respecter l'interdiction du commerce de cornes de rhinocéros sur son territoire et ordonner des mesures pour combattre les organisations criminelles vietnamiennes, auxquelles, d'ailleurs, des hauts fonctionnaires vietnamiens appartiennent. C'est là une décision historique pour la CITES, mais elle devra cependant être ensuite confirmée par les faits. Autre exemple récent de réussite pour la CITES, la protection des requins. Vous voyez sur la carte les principales zones de pêche du requin. Environ 100 millions de requins sont tués chaque année. On estime que depuis 100 ans, 90% de la population des requins a disparu dans le monde. Cette surpêche est principalement liée au commerce des ailerons qui se vendent au Japon et en Chine, où ils entrent dans la composition des soupes. Hong Kong représente près de la moitié du commerce mondial d'ailerons de requins, estimé à plus de 480 millions de dollars par an. Voici les principaux pays qui pêchent pour ravitailler le marché de Hong Kong. On comprend que c'est un marché tout à fait international, donc il entre tout à fait dans le champ d'action de la CITES.
En mars 2013, lors de la 16e réunion plénière de la CITES, les États membres ont approuvé la protection de 5 nouvelles espèces de requins classées en annexe 2, le grand requin marteau, le requin marteau à licorne et le requin marteau lisse, puis le requin taupe commun et le requin à pointe blanche. Désormais, des permis devront être délivrés pour garantir des exportations durables et légales pour ces espèces. Cette réglementation doit entrer en vigueur en septembre 2014 et en cas de non-respect, des sanctions seront mises en place. Or, le Japon, membre de la CITES, a rejeté cette nouvelle réglementation car il considère que ces espèces doivent être gérées par les organisations régionales de pêche existantes. Cette convention est donc l'un des rares outils dont on dispose pour lutter contre la criminalité internationale dont sont victimes la faune et la flore, mais elle est assez peu efficace parce qu'elle est face à des paramètres qu'elle ne maîtrise pas. D'abord, la corruption sévit parfois au sein même des agents chargés de la faune sauvage. Les espèces animales à haute valeur économique habitent souvent dans des pays très pauvres. Or, la Convention n'a pas pour mandat de lutter contre la pauvreté. Deuxièmement, elle dépend des statistiques fournies par les États membres, donc les données dans l'ensemble sont assez peu fiables. Alors dans un prochain numéro, je vais poursuivre cet inventaire, je vous parlerai des stocks de baleines et du désormais célèbre thon rouge.